Je suis ravie de partager avec vous des méthodes concrètes pour transformer votre expérience professionnelle en opportunité d'apprentissage efficace. Alors, êtes-vous prêt à devenir des passeurs de compétences exceptionnels? C'est parti. Entamons avec la première partie qui correspond à la sélection des situations de travail adaptées. Imaginez que vous êtes en train de composer un menu d'apprentissage personnalisé pour votre alternant. Qu'allez-vous mettre dans ce menu? Des plats trop complexes, ils risquent de décourager. Des plats trop simples, ils ne feront pas progresser. Donc, comment trouver le bon équilibre? Prenons l'exemple de Marie. Elle est responsable d'une boulangerie artisanale. Quand elle accueille Thomas, son apprenti boulanger-pâtissier, elle ne lui confie pas immédiatement la préparation complète du pain. Non, elle décompose cette activité en étapes progressives. Première semaine, observation, préparation des ingrédients. Deuxième semaine, participation au pétrissage. Troisième semaine, c'est le façonnage de pain simple. Quatrième semaine, participation à la cuisson sous supervision, et etc. Et vous, comment pourriez-vous décomposer une activité complexe de votre métier? Prenez un instant pour y réfléchir. Vous avez certainement plusieurs idées qui vous viennent à l'esprit. Pour choisir judicieusement les missions à confier, posez-vous ces questions essentielles. Quelles sont les compétences visées par le fameux référentiel de formation? Quelles activités régulières de votre entreprise correspondent à ces compétences? Quel est le niveau initial de votre apprenti? Et enfin, comment pouvez-vous adapter ces activités à son niveau actuel? Je vous propose de passer à la deuxième partie, à savoir aménager les situations d'apprentissage. L'environnement dans lequel votre alternant évolue, il joue un rôle déterminant dans sa progression. Pensez à un jardinier qui prépare soigneusement le sol avant de planter une graine. Vous êtes ce jardinier. Par exemple, Sophie, qui est responsable informatique, elle forme Lucas aux interventions de maintenance. Comment s'y prend-elle? Elle prépare un poste de travail école sans risque pour les données. Elle rassemble différents types de matériel représentatif. Elle crée une checklist des procédures à respecter et elle prévoit du temps en fin de journée pour les questions et le bilan. À votre tour, prenez quelques secondes et demandez-vous quel espace d'apprentissage, sécurisé si besoin, vous pourriez créer dans votre contexte professionnel. Pour aménager efficacement ces situations d'apprentissage, voici quelques principes clés. Il vous faut décomposer les tâches complexes en séquences plus simples. Il faut prévoir un temps d'observation avant la pratique, mettre à disposition les outils et ressources nécessaires, bien sûr, et n'oubliez pas, certaines ressources existent déjà dans votre entreprise. Vous ne les utilisez plus parce que vous êtes devenu un expert, mais elles seront précieuses pour un novice. Nous avons sélectionné des situations de travail, nous avons aménagé les situations d'apprentissage. Passons à la partie 3, à savoir des méthodes pédagogiques efficaces. La transmission des savoir-faire, ça s'apparente à l'apprentissage d'une danse. D'abord vous démontrez, puis vous guidez, et enfin vous laissez pratiquer de façon autonome. Je m'appuie sur un nouvel exemple, Paul, électricien expérimenté qui forme Léa à l'installation de tableaux électriques. Sa méthode est simple mais efficace. Premièrement, je fais « tu observes ». Paul réalise l'installation complète en commentant chaque geste. Étape 2, je fais « tu m'aides ». Léa, elle participe en assistant Paul. Troisième étape, tu fais « je t'aide ». Léa prend les commandes, Paul reste à ses côtés. Et quatrième et dernière étape, tu fais « j'observe ». Léa, à ce moment-là, réalise seule l'installation et Paul observe. Cette méthode en 4 temps, est-ce qu'elle vous paraît applicable dans votre contexte? Alors, un conseil précieux, lorsque votre alternant réussit, félicitez-le. Montrez votre reconnaissance de son évolution. Et rappelez-vous, chacun apprend à son rythme. Certains ont besoin de plus de pratique ou d'explications que d'autres. La patience sera votre meilleur allié. En route pour la partie 4, qui concerne cette fois l'intégration des règles de sécurité.
La sécurité, ce n'est pas un chapitre à part, mais une dimension intrinsèque de chaque apprentissage professionnel. Pensez-y, bien que ça fasse partie sans doute de votre routine, particulièrement si votre métier implique des machines ou des manipulations à risque. Dans un atelier de menuiserie, avant même de montrer comment utiliser une scie circulaire, Thomas va expliquer à son alternant le port obligatoire des équipements de protection, les zones de danger autour de la machine, la procédure d'arrêt d'urgence, le rangement sécurisé après l'utilisation. Et Thomas a une règle d'or, il ne considère jamais une tâche comme acquise tant que ces éléments de sécurité ne sont pas intégrés dans la pratique. Faites comme lui. Pour chaque nouvelle activité, élaborez avec votre alternant une checklist de sécurité. Quels sont les risques associés à cette activité? Quels équipements de protection sont nécessaires? Quelles procédures faut-il respecter? Et que faire en cas d'incident? Avez-vous déjà créé ce type de checklist dans votre entreprise? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment d'y penser à votre bénéfice, celui de l'alternant, mais aussi de l'entreprise tout entière. Partie 5. Il va maintenant être question du développement progressif de l'autonomie. Je vois certains d'entre vous qui pourraient se sentir dépassés par toutes ces étapes et attendus. Rassurez-vous, comme pour un escalier qu'on monte marche après marche, l'autonomie, elle se construit progressivement. Prenons l'exemple de Carole, responsable d'un salon de coiffure qui accompagne Jérémy. Niveau 1, elle lui confie l'accueil des clients et les shampoings. Ça, le premier mois, par exemple. Niveau 2, l'alternant peut passer à des coupes simples sur des modèles volontaires pendant 2-3 mois. Niveau 3, l'apprenti peut faire des techniques de coloration de base à partir du 4e, 6e mois. En niveau 4, l'apprenti peut gérer un client de A à Z avec une supervision distante. On est vers les 7e, 9e mois. Niveau 5, là, c'est la prise en charge complète avec la participation même à la gestion des stocks, par exemple. Et là, on est sur les 10, 12e mois. Cette progression, partagez-la avec votre alternant. Elle lui donnera un objectif clair et aussi la motivation pour progresser. Et si les objectifs ne sont pas atteints, pensez à organiser un entretien de remédiation pour trouver ensemble des solutions. Attention toutefois, si votre alternant dépasse les objectifs, c'est fantastique, mais ne lui ajoutez pas trop vite de charges supplémentaires. Il pourrait s'épuiser ou se décourager. Laissez-le plutôt s'installer dans ses activités et gagner en aisance. Enfin, n'oubliez pas, votre alternant ne restera pas éternellement dans votre structure. Préparez-le progressivement à l'adaptabilité. Commencez par des tâches standardisées dans des conditions optimales, puis introduisez des contraintes de temps. Ensuite, présentez des demandes atypiques et enfin, soumettez des situations imprévues à gérer. On va pouvoir envisager ensemble la partie 6 qui concerne la communication de façon efficace. La communication avec l'apprenti, c'est l'huile qui permet au moteur de l'apprentissage de fonctionner sans friction. Sans votre retour, comment saurait-il ce qui est réussi ou à améliorer? Donc à chaud, faites des retours sur les travaux réalisés. Félicitez ce qui est réussi et soulignez, attention, j'insiste sur ce terme, ce qui peut être amélioré. La nuance est subtile entre souligner une piste d'amélioration et pointer ce qui est raté. Mais dans le premier cas, vous encouragez, dans le second, vous risquez de décourager. Quelle approche préféreriez-vous si vous étiez à la place de votre alternant? L'encouragement. On peut passer à l'avant-dernière étape, la partie 7, avec les outils de suivi et d'évaluation. Pour un suivi efficace, voici les principes à adopter, idéalement. Tenir un journal de bord partagé, organiser des points hebdomadaires, ils peuvent être courts, 15-20 minutes, prévoir des bilans mensuels un peu plus approfondis et utiliser les grilles d'évaluation basées sur le référentiel de compétences, le fameux. Ces supports, ce ne sont pas de la paperasse administrative. Ils permettent de partager une vue objective des avancées, d'aider l'alternant à se perfectionner et à bâtir sa posture professionnelle.
Vous le préparez même à son examen pour défendre ses valeurs devant le jury. Allons-y pour la dernière étape, la partie 8, et l'application pratique, la fiche de préparation. Quelque chose qui va être très concret. En formation professionnelle, nous utilisons des fiches de préparation pour organiser nos séances d'apprentissage. Je vous propose de vous approprier cette méthode. Voici la structure d'une fiche de progression. Il y a un objectif d'apprentissage, ce que l'alternant doit maîtriser. Il y a la situation professionnelle choisie, c'est l'activité réelle qui servira de support. On précise les prérequis, c'est-à-dire les compétences déjà acquises qui sont nécessaires. On prévoit le matériel et les ressources, tout ce qui sera nécessaire là aussi. Et un déroulement en phase. Une introduction, une démonstration, une pratique guidée, une pratique autonome et un débriefing. Pour rendre ça encore plus concret, nous avons préparé 2 exemples complets. L'un pour un comptable assistant, l'autre pour un secrétaire assistant. Ici, oralement, je vais vous présenter rapidement le cas du comptable assistant. L'objectif d'apprentissage est clair. À l'issue de cette séance, l'alternant sera capable de réaliser un rapprochement bancaire de façon autonome. Dans la phase de démonstration, cette fois, le tuteur explique chaque étape. Je vais maintenant te montrer comment procéder, étape par étape, en expliquant mon raisonnement. Puis il montre concrètement l'extraction du grand livre, l'ouverture du relevé bancaire, etc. Ensuite, dans la phase de pratique guidée, le tuteur reste présent, mais laisse l'alternant prendre les commandes. Allez, c'est à ton tour de réaliser une partie de ce rapprochement. Je reste à tes côtés pour te guider. Pouvez-vous imaginer appliquer cette structure à l'une des activités de votre métier? Je suis certain que vous avez déjà des idées qui émergent. En résumé, être tuteur ou maître d'apprentissage, c'est endosser plusieurs rôles, enseignant, guide, modèle, évaluateur. C'est trouver cet équilibre subtil entre exigence et bienveillance, entre transmission technique et développement de l'autonomie. En suivant ces principes et méthodes explorées aujourd'hui, vous contribuerez non seulement à la réussite de votre apprenti, mais aussi à la pérennité des savoir-faire de votre entreprise et même de votre secteur d'activité. Dès maintenant, je vous invite à identifier 3 situations professionnelles de votre quotidien qui pourraient constituer d'excellentes opportunités d'apprentissage pour votre alternant ou futur alternant. Notez-les et commencez à réfléchir à la façon dont vous pourriez les structurer. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les compétences réflexives qui permettront à l'alternant de s'impliquer activement dans sa formation, ses travaux, son métier, car rappelez-vous, l'investissement doit être équitablement réparti.